Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Génération Avocat Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il est à l'origine de l'un des cabinets les plus atypiques du marché parce qu'ils sont plus de 50 associés et moins de 10 collaborateurs, parce que plus de 50% des associés sont des femmes et enfin parce qu'il semble n'y avoir aucune hiérarchie. Incroyable mais vrai, il est quand même à la tête de ce qu'il est communément appelé une grosse structure et pourtant il n'est mentionné nulle part qu'il est le fondateur, le managing partner ou le chef quoi. Le cabinet n'a pas fini de grossir, ils ont des bureaux à Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence. 4 nouveaux associés viennent de rejoindre le cabinet qui propose notamment une alternative innovante aux conventionnelles relations cabinet-avocat-client. À l'heure où beaucoup de questions se posent pour redéfinir les contours de l'association et de la collaboration, on a voulu entendre son point de vue, que l'on espère disruptif, pour reprendre un terme à la mode. Nous sommes donc ravis d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Olivier Lopez, cofondateur du cabinet Square. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Salut à toutes les deux, bienvenue chez Square. Ah oui, parce que la particularité de cet épisode, c'est que Olivier nous a invités dans sa petite salle très cosy où on enregistre cette fois-ci, à la différence des autres. Bref, Olivier, on commence toujours nos épisodes par la même question. Olivier, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Alors, d'abord, qui suis-je ? Je pense que, comme tout le monde, je suis le produit de mon histoire familiale et de mon histoire personnelle. Mon histoire familiale, moi, je viens des Cévennes. C'est une des régions les plus reculées, les moins peuplées de France, dans le sud de la France, dans le midi de la France. Et je viens d'une famille à l'origine d'agriculteurs. Mes 2 grands-pères étaient le mineur pour l'un, l'autre travaillait à l'usine. Ils ont été résistants, l'un a été déporté, l'autre emprisonné au Baumette. J'ai un grand-oncle qui a été fusillé pendant la guerre. Donc je viens d'une famille avec des valeurs très très fortes qui, je pense, m'ont été transmises. Mes parents, tous les deux, ont voulu partir des Cévennes pour aller à la ville et ils sont devenus fonctionnaires, presque comme dans une chanson de Jean Ferrat. Et moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et j'étais pas très bon à l'école en tout ce qui était français, histoire géo, enfin les sciences humaines. J'étais bien meilleur en sciences dures, en maths, etc. Non, j'étais plutôt prédisposé à pas faire du droit, à faire maths sup et à être ingénieur. Je pense j'aurais atterri ingénieur informaticien, mais pendant toute mon enfance, j'étais bercé, je suis un enfant des années 80, de la télé, et pendant toute mon enfance, j'étais bercé par le monde des affaires, Bernard Tapie, les films qui mettaient en scène des personnages qui évoluaient dans le monde des affaires. Et j'avais une personnalité assez forte et mes parents, mon entourage me disaient, toi, t'es fait pour être avocat. On n'en connaissait pas dans ma famille. Je viens d'une famille assez modeste. Et donc, on connaissait pas d'avocat, mais l'image d'Épinal qu'on a de l'avocat, c'est le Dupond-Moretti. La grande gueule. Et faut croire que je devais l'être un petit peu. Et donc, je suis parti faire du droit à la place de Mathieu. Et j'ai fait du droit, j'ai découvert la faculté de droit et j'ai un peu tâtonné pour trouver... Où à Montpellier ? J'ai fait Toulouse et Montpellier, j'ai fait le sud. J'ai fait première année jusqu'à la maîtrise à Toulouse et ensuite j'ai fait mon M2 à Montpellier. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était le droit des affaires qui me convenait le mieux. Et donc, j'ai fait un DESS, ça s'appelait à l'époque, en droit des affaires, à Montpellier, droit du commerce international. Et pendant ce passage à Montpellier, j'en suis parti en 2002, et donc en 2002, il y avait la job fair du DJCE, auquel on participait,
Et pendant cette job fair, j'ai trouvé des stages à Paris, chez BNP Paribas et chez Arthur Andersen, qui est devenu Ernst & Young en 2002. Et dans les deux cas, c'était en corporate, en fusion-acquisition, parce que c'est ce qui m'attirait dans le domaine du droit. Et donc, je suis monté à Paris, comme on dit dans le Sud. Je connaissais personne, j'étais jamais venu à Paris. Et j'avais pas de réseau, j'avais rien. Et donc voilà mon parcours jusqu'au moment de commencer à travailler. Donc j'arrive à Paris et je fais mes stages, je deviens avocat et donc j'ai le CAPA en 2003 et je deviens avocat. Donc je prête serment en janvier 2004, donc il y a exactement 20 ans. Et je commence chez Norton Rose dans l'équipe de Jean-François Mercadier qui venait de les rejoindre à l'époque. Et j'y reste 2 ans et demi à peu près. Et ensuite, en 2006, je rejoins l'équipe de Laurent Feugerolas chez Willkie Farr & Gallagher, qui faisait du M&A et beaucoup de droits boursiers. Et je travaille donc de 2006 jusqu'à 2013. Je suis resté 7 ans chez Willkie avec à peu près tous les associés de M&A de Willkie. Et pendant... Ça se passe bien? T'es heureux là-bas? C'est un cabinet. Alors, je veux dire chez Norton, chez Willkie, dans les grosses... Oui, alors je découvre un monde très particulier que je n'imaginais même pas, avec un niveau d'exigence assez élevé, avec des relations, très directes. C'est le meilleur terme que je puisse trouver. Donc ça me convient assez bien. C'est ce qu'on attend de moi est assez clair. Moi, j'aime bien ces environnements-là. Je suis pas quelqu'un de très politique. L'environnement que j'avais découvert en entreprise me convenait beaucoup moins. J'aime bien ce. Tu es passé à la BNP, mais en stage. En stage, oui, mais c'est un environnement, qui me convenait moins à ma personnalité et à ma manière d'appréhender le monde. Et ce que j'aimais dans le monde des cabinets d'avocats, c'est ce côté très méritocratie. Je dirais meilleurté. Plus les associés te font confiance et donc te confient des dossiers de plus en plus complexes et plus tu travailles, plus tu gagnes. C'est presque mathématique. Donc j'aimais beaucoup ce côté-là. D'autant que moi, je viens d'un environnement où j'ai pas de réseau, j'ai pas d'appui, donc là, le côté méritocratique me plaisait énormément. Donc oui, j'aime ces environnements. Après, c'est des environnements qui sont pas c'est pas les endroits où on s'éclate le plus, quoi. Faut le dire. Les grands cabinets d'affaires, c'est pas généralement là où on est là pour travailler. On est là pour travailler, on est là pour faire des heures, beaucoup d'heures. Tu finissais à 5h du matin? Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, ça m'est arrivé de dormir par terre, que ce soit chez Norton ou chez Willkie, d'aller récupérer des coussins sur des canapés pour me servir d'oreiller et faire... C'est pas un mythe, Non, c'est pas un mythe du tout. Beaucoup plus chez Willkie que chez Norton. On faisait plus d'heures, beaucoup plus d'heures chez Willkie que chez Norton, mais c'était lié aussi aux enjeux des dossiers qu'on faisait. Les dossiers qu'on faisait chez Willkie étaient des dossiers généralement à plus d'1 milliard d'euros d'enjeux. Il y a 20 ans, ça représentait encore plus que maintenant, mais c'était énorme. Et donc, oui, j'aime l'environnement de travail. Et je m'efforce aussi de le rendre le plus sympathique possible. Je m'investis dans des activités sportives. Chez Norton, il y avait un tournoi de foot entre toutes les villes européennes. Donc ça, c'était super cool. Alors à Paris, j'avais essayé de convaincre quelques-uns de mes collègues de venir avec moi au tournoi. Et je me suis retrouvé à être le seul à y aller. Donc j'ai joué une année, j'ai joué avec les Italiens, et puis l'autre année, j'ai joué avec les Anglais. Mais c'était très sympa quand même. Il y avait plein d'activités comme ça. Chez Willkie, qui était un cabinet avec moins de monde et une présence européenne moins forte, c'était beaucoup plus parisien. Et on était beaucoup moins nombreux. Chez Norton, je crois que quand j'y étais, on devait être autour de 150 avocats. Et chez Willkie, on était 40 quand je les ai rejoints. Donc ça n'a rien à voir. Et donc ensuite, tu décides de partir de chez Willkie. Donc les relations humaines au sein du travail te manquent un peu quand même. J'ai essayé de les recréer, mais oui, c'est pas un environnement où je me fais
pas des potes, on se fait des relations de travail, mais c'est pas un environnement très fun. C'est moins challengeant, il y a moins l'esprit d'équipe, un truc. Oui, c'est pas un vrai esprit d'équipe. Ce qu'on partage, ce qui nous relie quand on est stagiaire ou collaborateur dans ces grands cabinets, c'est presque plus la souffrance qu'un vrai esprit d'équipe. C'est ce qu'on a en commun, c'est la souffrance plus qu'autre chose. Ça rassemble, la souffrance. Mais c'est. Ça fait bien, je pense. Ouais. Mais je pense que tous ces cabinets-là ont beaucoup évolué en 20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus rien à voir. Quand je discute avec mes amis qui maintenant sont associés dans ces cabinets-là, les générations d'avocats qui arrivent aujourd'hui sont, je pense, beaucoup moins dociles. C'est peut-être le terme qu'on l'était, même si je me considère pas comme quelqu'un de docile par nature, mais voilà, j'avais le sentiment qu'il fallait faire. C'était comme ça. C'était comme ça, pas le choix. Et aujourd'hui, c'est l'épanouissement personnel. Mais et je pense que on est dans un métier de technicien, donc c'est en empilant les heures qu'on devient bon dans notre métier, comme dans tous les métiers de technique, que ce soit un grand chef, il devient un grand chef parce qu'il a passé des centaines, des milliers d'heures à répéter les mêmes gestes, à les apprendre, à les maîtriser. D'ailleurs, le CAPA, c'est un CAP, comme dans tous les métiers de technique. Et ça, on l'oublie trop souvent. Même si c'est un métier intellectuel, c'est une technique intellectuelle. Et tous ces métiers-là, et pas que les métiers, tous les domaines dans lesquels on devient bon, on acquiert une technicité, le sport, l'art, la musique et tous les métiers techniques, on devient bon, et il y a une théorie là-dessus, c'est on devient bon en les pratiquant pendant 10 000 heures. Je pense qu'on y est tous. Alors du coup, on va revenir à nos moutons quand même. Parce que toi, tu es donc chez Wilkie, et après... Donc, pendant que je suis Wilkie, j'ai quand même fait un truc qui est assez atypique, c'est que j'ai fait un MBA. J'étais donc avec mon côté très scientifique, j'étais légèrement frustré par mon manque de compréhension de tous les enjeux financiers des opérations sur lesquelles j'intervenais. Et donc j'ai voulu aller apprendre la finance et l'économie. Donc à l'université, je suis retourné à l'université, j'ai fait un MBA à l'université de Chicago, qui est une. Ouais, je suis parti en 2008 à Chicago et je suis resté 2 ans. Donc j'ai fait. Non, j'ai pas travaillé. J'étais en stand-by. Je suis revenu chez Wilkie quand j'ai terminé mon MBA. Je suis revenu à Paris. J'ai repris. Donc j'ai fait un break pendant 2 ans. J'avais 32 ans. Je suis parti. J'avais avec femme et enfant. J'avais 2 enfants. Et alors ma femme, qui est maintenant mon ex-femme, la mère de mes enfants, est américaine. Donc, ce qui aussi expliquait un départ aux États-Unis. Et on s'est séparés pendant qu'on était à Chicago. Donc, je suis revenu sans la mère de mes enfants et sans mes enfants. Mais j'ai rencontré la femme qui est maintenant mon épouse depuis 15 ans. Je l'ai rencontrée là-bas, à Chicago. C'était vraiment incroyable, Chicago, j'ai l'impression. C'était les montagnes russes émotionnellement, parce qu'un divorce, c'est quand même émotionnellement la chose la plus dure, moi, que j'ai vécue dans ma vie. Et donc c'était les montagnes russes, parce que j'ai rencontré ma femme actuelle, mon épouse, l'amour de ma vie, et j'ai quitté mes enfants. Mais j'ai aussi appris l'économie et la finance. Et j'ai monté une start-up aussi pendant que j'étais aux États-Unis. Bref, je reviens. Non, pas du tout. C'est dans le monde de l'art. On revient sur. Donc, à quel moment Je reviens chez Wilkie en 2010. Et j'y reste donc jusqu'en 2013. Et là, en 2013, moi, je voulais devenir associé. Je voulais devenir associé parce que le métier d'avocat, je le conçois comme un métier dans lequel on a son fonds de commerce, sa clientèle.
C'est ça le côté très entrepreneurial du métier d'avocat. Moi, c'est ce qui m'avait attiré énormément dans ce métier d'avocat. C'est un métier dans lequel on est à la fois des techniciens, mais aussi des commerciaux et des managers. Et on fait tout, en fait. Et c'est ça le côté très entrepreneurial de l'avocat. L'avocat, c'est presque un start-upper. Un start-upper, au début de la start-up, il fait tout. Un avocat, c'est pareil. Il remplit à lui seul tous les rôles, le rôle du technicien, le rôle du commercial, le rôle du manager, le rôle de toute la gestion administrative. Enfin, il y a tout l'éventail de ce qu'on doit faire dans une entreprise qui est fait par la même personne. Et donc ça m'attire beaucoup. Et en tant que collaborateur, on n'a pas cet aspect commercial d'aller chercher les clients. Et quand j'essayais de le faire chez Wilkie, c'était les clients qu'on peut ramener quand on a 32, 33, 34 ans. C'est pas les clients que Wilkie cherche à avoir ou que ces grands cabinets-là cherchent à avoir. Ni les clients qui peuvent payer le niveau d'honoraires de ces maisons. Et donc, j'ai voulu devenir associé. J'ai une offre d'association. Donc, j'ai cherché plein de cabinets. J'ai rencontré une douzaine de cabinets et j'ai choisi de rejoindre un cabinet français qui avait une 50aine d'avocats à l'époque, 60aine aujourd'hui, 15 associés. Et c'est un cabinet qui s'appelle IDES, qui est un cabinet lyonnais qui a un beau bureau parisien. Et j'y suis resté 2 ans. J'en suis parti parce que j'étais un petit peu frustré de la gouvernance. Tous les associés étaient associés co-gérants, et donc on se retrouvait à 15 à décider. Quand on décide à 15, on ne décide pas grand-chose. Et donc il y avait une lenteur, à la fois une lenteur et une lourdeur qui ne correspondait pas à mon tempérament. Et donc je les ai quittés en 2015. J'ai rejoint un cabinet qui était dirigé de manière totalement différente par un des 2 fondateurs du cabinet. C'est un cabinet américain qui s'appelle Cohen & Gresser et qui ouvrait à l'époque son bureau parisien. Et donc, j'étais le 3e associé à rejoindre ce cabinet en 2015. Et là, un environnement, une gouvernance totalement différente. Donc, je me suis dit que ça allait peut-être mieux me convenir. Et je les ai quittés au bout d'1 an et demi. Et là, c'était pour des raisons différentes. C'était la relation avec mes associés, où certains de mes associés ne me convenaient pas. Et donc, là, j'ai décidé de partir et je me suis dit que peut-être ça venait de moi. Donc, j'ai monté mon cabinet. Et donc, j'ai monté mon cabinet tout seul. J'ai tout de suite, donc c'était fin 2016, et j'ai tout de suite embauché une collaboratrice et quelques stagiaires. Parce que j'avais quand même... Ça, c'est Square. Alors, je l'ai appelé Tomorrow's Lawyers, TSL. Et c'est devenu Square, effectivement, quelques années plus tard, quand j'ai rencontré Damien Gors. Ok, alors vas-y, rapidement peut-être la naissance de Square, comme ça on peut commencer à rentrer dans nos questions sur comment est-ce que tu envisages, pourquoi Square en fait, comment est-ce que tu as envisagé la création de Square? Qu'est-ce qui manquait après? Alors, peut-être que tu peux nous rappeler comment est-ce que tu as rencontré ton associé, donc le cofondateur, l'autre cofondateur. Et après, c'était quoi Square au démarrage, et aujourd'hui, c'est quoi? Alors, Square, on l'a créé avec Damien Gors, donc le cofondateur du cabinet, en 2019, mais je vais revenir un petit peu en arrière sur la manière. Donc, moi, j'étais tout seul chez TSL, Tomorrow's Lawyers. Et pourquoi je l'avais appelé comme ça? Parce que j'avais lu un bouquin qui s'appelle Tomorrow's Lawyers de Richard Susskind, et j'avais identifié dans ce livre ce que je considérais comme étant les 4 piliers du cabinet de demain. Un nouveau mode de relation entre le cabinet et les clients. Premier pilier. 2e pilier, un nouveau mode de relation entre le cabinet et les collaborateurs, ou entre les associés et les collaborateurs. 3e pilier, des nouvelles relations entre associés. Et le 3e pilier, l'utilisation poussée de la technologie. C'est les 4 piliers que j'avais identifiés dans ce bouquin. Et donc, je me suis efforcé de développer ce que je pouvais chez TSL. Je n'avais pas d'associés, donc je ne pouvais pas innover en matière de relations entre associés.
En revanche, relation avec les clients, j'ai testé plein de trucs. Relation avec les collaborateurs, j'ai aussi testé pas mal de choses. Et l'utilisation des technologies, je me suis tout de suite rapproché de Legal Tech. Alors, en 2016, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Et c'était les prémices. Et je me suis rapproché du Legal Tech. Moi, je fais du M&A, j'ai toujours fait du M&A. Et quand on est tout seul en M&A, le plus gros frein, c'est la capacité à faire l'audit d'acquisition, la due diligence. Et donc, je me suis tout de suite penché, j'ai tout de suite cherché quels outils existaient en matière d'audit, de due diligence. Et j'en ai trouvé 3. Une qui s'appelait Kira, l'autre Luminance, et la troisième, je me souviens plus le nom, mais elle est disparue depuis. Et alors à l'époque, c'était des petites boîtes, toutes ces boîtes. Et j'ai obtenu des démos, j'ai obtenu des échanges avec les fondateurs, les CEO de ces startups. Et j'ai choisi Luminance, qui me semblait être l'outil le mieux. J'ai un background un peu tech. Je comprends les logiciels. Je codais quand j'étais ado. Donc, je comprends comment les logiciels sont construits. Et donc, ce qui me semblait être l'outil le mieux construit, c'était Luminance. Et en plus, leur modèle économique me semblait plus pertinent, ouais, plus pérenne à long terme, exactement. Et donc, je me suis rapproché d'eux. C'est une boîte anglaise. Et ils m'ont pris comme cabinet partenaire donc c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui analyse les documents et les contrats et qui tout seul va t'identifier si dans un contrat il y a des clauses de changement de contrôle, il y a des clauses de résiliation anticipée, il y a des clauses d'indemnisation, tout ce à quoi tu dois faire très attention quand tu fais un audit sur une cible. C'est un outil qu'on utilise toujours aujourd'hui. Pas assez, je trouve pas assez au sein du cabinet, mais ça fait partie, on les a eu cette semaine. On a eu un échange avec eux pour essayer de plus développer l'utilisation au sein du cabinet. Mais c'est un outil qu'on utilise. Parce que les audits, du coup, maintenant que la masse de collaborateurs ou de stagiaires est plus importante chez Square qu'à l'époque chez TSL. Du coup, vous refaites des audits... on fait des audits. Avec des humains, quoi. On fait des audits avec des humains, avec la technique, parce qu'il y a quand même... c'est plus une méthode. Avec la méthode que je connais, que j'ai apprise d'abord dans les Big Four, puis dans les différents cabinets anglo-saxons dans lesquels je suis passé. Et donc, on applique quand même ces techniques, et c'est vrai que c'est essentiellement des humains, mais on utilise aussi les outils. Raphaël Giordano, qui nous avait... Dornano. Qui nous avait... qui, elle, utilise des outils tech pour faire ses due diligence, non ? Alors, elle travaille... Enfin, après, le podcast date un peu, mais à l'époque, elle aussi, elle avait... Alors, son business model est autour de la due deal. Donc, effectivement, elle était en train de réfléchir à utiliser de la tech avec de la due deal. Dans un premier temps, elle avait standardisé, en fait, ces due deals. Sur le même fonctionnement que chez les gros. Mais je dis peut-être des bêtises. Non. Bon. Non, mais peut-être. Non, mais Raphaël, elle a développé... effectivement, son business model, c'est d'entrer par la porte de l'audit. Et elle a développé dans son cabinet une méthode qu'elle avait probablement apprise dans les cabinets où elle était passée avant et qu'elle a développée et qu'elle diffuse à tous les associés, les collaborateurs du cabinet. Donc effectivement, l'audit, c'est une méthode plus qu'autre chose. Bon, revenons donc, du coup, là, t'es tout seul avec un peu de tech et on est en 2016. On est en 2016, 2017, fin 2016, 2017... 2018, et au printemps 2018, un cabinet anglais me contacte pour discuter de l'ouverture de leur bureau en France, et on discute pendant plusieurs mois, et on a très envie de travailler ensemble pour ouvrir le bureau français de ce cabinet. Et ce qui m'intéresse dans ce cabinet, c'est qu'ils ont innové dans la relation entre associés. Ils ont un modèle de relation entre associés qui est très différent du modèle classique de partnership et de partage des profits. Et donc, on discute pendant plusieurs mois, et vers la fin de notre discussion, je me rends compte que ça va pas le faire avec eux, mais
on n'a pas un moment où il y a une cassure, des discussions. Et au moment où je me rends compte que ça va pas le faire avec eux, il me présente Damien Gors, qui lui envisageait de les rejoindre en Angleterre. Damien a habité à Londres et il envisageait de les rejoindre en Angleterre. Mais il leur a dit, moi j'ai besoin de ressources en France, de bureaux en France. Mon métier, c'est d'être avocat français, pas d'être avocat UK. Et ils leur ont dit, ça tombe bien, on est en train d'ouvrir la France, on va te présenter Olivier. Et donc c'est comme ça que Damien et moi on s'est rencontrés. Et d'abord c'était par téléphone et Damien, donc on discute pendant 1 heure par téléphone. Moi je lui dis pas que finalement ça va pas se faire. J'explore et je suis curieux de découvrir Damien. Je suis toujours curieux de toujours découvrir des nouvelles personnes. Et à la fin de la conversation, Damien me dit, mais pourquoi t'as besoin d'eux? Finalement, pourquoi est-ce qu'on fait pas tous les deux? Pourquoi t'as besoin d'eux pour ouvrir pour faire ce que tu veux faire? Et je lui dis, tu sais quoi, pourquoi tu viens pas à Paris au cabinet et on va en parler. Et donc 2-3 jours après, il est à Paris, il monte dans le train et il vient à Paris et on discute pendant quelques heures, 2-3 heures. Et à la fin de cette discussion, on sent qu'il y a quelque chose. Et Damien, c'est mon coup de foudre professionnel. C'est vraiment, je rencontre quelqu'un qui me correspond. On se ressemble pas vraiment, mais on partage des valeurs très fortes. On a, je pense, un background très proche. On vient de familles très modestes tous les deux, et donc on partage quand même beaucoup de choses, un historique et des valeurs. Et donc une fois qu'il remonte dans son train après qu'on se soit vu pendant 2-3 heures. Là, pendant 8 jours, c'est non-stop, jour et nuit, on s'envoie des emails, on s'appelle, etc. Et exactement. Et en 8 jours, au bout de 8 jours, Square est né. On a trouvé le nom, on a mis à plat le concept, les valeurs du cabinet. Et on s'est mis d'accord sur la manière dont on allait s'associer, lui et moi, pour créer ce cabinet. Très vite. Tout s'est fait très vite. Et donc, une fois qu'on s'est mis d'accord, au bout de 8 jours, là, on s'est mis à bosser très intensément pour créer Square. Ça a mis 8-9 mois pour mettre en place tout ce qu'il fallait pour que Square soit Square dès le premier jour. Et donc, Square a vu le jour le 1er avril 2019, où on a associé nos 2 premiers associés. Donc, Alors, c'est quoi votre plan? Voilà, c'est quoi? Tu dis, on a mis 9 mois pour que Square, ça soit Square, donc comme il est aujourd'hui. C'était quoi comment on dit, votre plan de bataille? Enfin... Alors, la première chose, c'est quel est l'objectif de Square? Nous, qu'est-ce qu'on cherchait dans un cabinet d'avocats? Damien et moi, on cherchait tous les deux la même chose. On cherchait une structure qui soit un environnement dans lequel on a une équipe pluridisciplinaire qui nous aide à mieux servir nos clients sans que cette structure ne soit un poids sur nos vies et nous enlève de la liberté qui est notre valeur la plus chère à la fois Damien et moi, peut-être même Damien plus que moi. Et donc, c'est souvent, quand on est dans un grand cabinet, souvent ce qu'on perd, c'est la liberté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont payés aussi cher, c'est le prix de la liberté. Un grand cabinet, ça impose à ses associés, à ses collaborateurs, des objectifs financiers, des objectifs d'heures, qui, pour les atteindre, on est contraint à aller chercher du chiffre d'affaires, à peut-être moins voir sa famille, à sacrifier quelque chose. Et nous, on voulait pas faire ce sacrifice-là. On voulait pouvoir, en dehors de notre vie professionnelle, continuer de gérer notre vie comme on le voulait, sans que la structure vienne nous imposer des choix. Et on s'est dit qu'on ne devait pas être les seuls dans ce cas-là. À vouloir une structure avec les ressources d'un grand cabinet, mais sans le poids de cette structure. Et donc, le Square, c'est ça, c'est un environnement dans lequel les associés font partie d'une équipe, mais gèrent en autonomie leur activité, leur rythme de travail, leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Mais alors, pardon. Parce que la question qu'on se pose, c'est donc c'est un cabinet d'indépendants qui se regroupe.
où il y a quand même une ligne directrice, parce que tu dis il y a pas d'objectif, on n'atteint pas à la liberté, mais comment tu fais pour faire fonctionner un cabinet d'associés, un collectif, en fait, comment tu fais, en fait, disons, l'image, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Square, en tous les cas, j'imagine, côté client, mais ça, nous, c'est plus difficile pour nous de le mesurer. Les chiffres que tu annonces, en tous les cas, font penser que ça fonctionne. Mais dans le milieu des avocats, ça a quand même été un peu un ovni, parce que c'était un cabinet dans lequel il y avait plein de gens qui s'associaient, enfin en tous les cas d'extérieur, avec des profils qui étaient peut-être un peu plus éclectiques, tu vois, moins goulot d'étranglement comme dans certains cabinets, qui devenaient énormes comme les autres structures énormes, mais sans en avoir les codes en fait. C'est ça l'ovni un peu. Juste, qu'on précise, vous êtes 50 associés aujourd'hui, c'est ça ? 60 associés et combien de collaborateurs ? Oui, ce qui est complètement à l'inverse de tous les autres cabinets. Donc, en fait, alors, c'est ça Ça, c'est une anomalie temporaire. On est très jeune, on a moins de 5 ans. Donc, on est un peu comme un adolescent avec qui a la tête qui grossit plus vite ou grandit plus vite que le reste de son corps. Donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle on a plus d'associés que de collaborateurs, c'est une anomalie dans la structure du cabinet, dans notre vision du cabinet, dans notre ambition. Square, c'est un cabinet non hiérarchique, donc effectivement, vous m'avez introduit comme, entre guillemets, le chef. Moi, je suis le chef de personne. On a dit que justement, tu n'avais pas dit que tu étais le chef. Non, mais vous avez dit... Oui, que tu étais le fondateur, mais que tu dis jamais que tu es le chef. Non, mais tu es quand même le managing partner. Je le suis. Mais d'ailleurs, on te laisse d'abord nous dire quelles sont les valeurs en fait, de Square et la ligne directrice. Non, mais voilà. Donc le cabinet, la valeur principale de Square, c'est la liberté. Je viens de le dire. C'est la raison d'être du cabinet. Une autre valeur que j'avais eu du mal à trouver dans les autres cabinets, c'est l'égalité. Il y a toujours un associé qui veut être mieux traité que les autres, c'est sûr. ou qui veut en avoir et qui estime que c'est légitime. Nous, notre philosophie et notre modèle, c'est une égalité parfaite. D'ailleurs, le carré, le symbole du carré comme logo, c'est ça. Tous les côtés d'un carré sont égaux. Donc ça diffuse cette valeur-là. Et le côté R, c'est le côté liberté, légèreté. Donc ces deux valeurs sont nos valeurs principales. La troisième valeur, c'est l'esprit d'équipe. La fraternité, en fait, t'es quand même très français. Liberté, égalité, fraternité. Oui, mais alors ce sont des valeurs extraordinaires. Alors la fraternité, ça a une dimension plus famille qu'équipe. C'est pas tout à fait la même chose. L'esprit d'équipe, et c'est ça en fait que nos associés viennent chercher chez Square, et c'est ça qu'ils doivent venir chercher. Et nous, c'est ça qu'on a essayé de construire. Tout à l'heure, tu disais c'est un cabinet d'indépendants. En fait, pas du tout. 80% de nos associés sont des avocats qui ont exercé dans des grandes structures, qui ont généralement atteint un niveau de collaborateur senior ou de counsel, ou pour certains d'entre eux, de jeunes associés dans des structures moyennes ou grandes, et qui nous ont rejoints, pour la plupart, ce que j'appelle un recrutement diagonal, au lieu de latéral, c'est-à-dire que c'est des collaborateurs seniors qui deviennent associés chez nous, et c'est en ce sens-là que c'était... Au début, ça a surpris tout le monde. Comment on peut recruter autant d'associés ? Et la plupart, c'était des collaborateurs seniors. On faisait pas du latéral, des associés qui quittaient un cabinet pour en rejoindre. Alors maintenant, on en a un peu plus des recrutements latéraux. Et donc, 80% de nos associés, c'est pas des anciens indépendants, c'est des avocats qui n'ont connu que des grandes structures et qui aiment ces grandes structures, qui ont développé une technicité très forte dans ces structures-là, qui ont développé des méthodes de travail qui sont éprouvées, et qui aiment travailler en équipe. Et en fait, c'est ça qu'on vient chercher. Et on le trouve, cet esprit d'équipe, on le trouve plus difficilement chez les indépendants. Parce que ils ont pris des habitudes d'indépendants, et donc ils ont moins l'habitude de travailler en équipe. Parfois, ils sont indépendants aussi parce que ils ont été soit trahis, soit blessés au sein d'une équipe. C'est souvent pour ça qu'on s'installe comme indépendant. Et donc,
les quelques indépendants qui nous ont rejoints, et d'ailleurs, c'était plus au début du développement du cabinet, nous ont quittés. Certains d'entre eux, la plupart. On a eu 10 départs en 5 ans, et sur les 10 départs, plus de la moitié, c'était des anciens indépendants, alors qu'ils représentent aujourd'hui que 20% des effectifs des associés. Et ils sont tous partis pour devenir indépendants. Le syndrome enfant unique. Non, mais en fait, je pense qu'ils nous avaient rejoints pour les mauvaises raisons. Donc, je rencontre beaucoup de candidats pour nous rejoindre. Et il y a certains des candidats qui passent quasiment tout l'entretien à me demander mais quelles sont les ressources du cabinet et combien ça va me coûter. Je vois qu'ils font des maths, etc. Et la première chose que je leur dis, c'est que ça va leur coûter plus cher que s'ils sont indépendants. Quand on est dans une structure, dans un grand cabinet, ça coûte plus cher. Il y a plus de ressources, il y a plus de coûts, il y a des bureaux, il y a beaucoup d'outils. La structure coûte plus cher, sauf peut-être dans les structures de moyens, mais ces structures de moyens ne sont pas vraiment des cabinets. Et donc, je leur dis, il ne faut pas nous rejoindre parce que tu penses que ça va te coûter moins cher d'être chez nous. C'est pas le cas. Ce que tu vas trouver, ce que va trouver un candidat chez Square, c'est une équipe. Et ceux qui nous rejoignent, c'est ce qu'ils recherchent. Alors, du coup, je rebondis. Parce que nous, les problématiques qu'on voit dans les regroupements... parce que quand tu as 60 associés dans un même cabinet, tu as quand même des gens qui sont assez éclectiques. C'est nécessairement... Alors après, ils partagent a priori tous des valeurs de Square, etc. Mais enfin, c'est quand même un très grand nombre de personnes. Et donc, à faire vivre en collectif, les enjeux, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu vas chercher du client? Comment est-ce que tu fais que tous tes associés travaillent ensemble, puisqu'ils ont tous normalement le saint graal, le truc que tout le monde cherche, c'est-à-dire être associé. Mais en fait, comme ils le sont tous, t'as personne sur qui t'as marché, tu vois, il y a personne sur qui marcher puisque tout le monde est très égalitaire. Donc comment est-ce qu'on décide en termes politiques et financiers, parce que en fait t'as ça aussi, de conserver ta liberté, d'avoir une hiérarchie flat. Comment ça s'organise, et financièrement et politiquement? Alors, il y a plein de questions là, que tu viens de poser. Celle à laquelle je vais répondre en premier, c'est comment tu fais vivre une équipe en intégrant autant de personnes et aussi vite en plus. La meilleure manière de le faire, en tout cas nous, de la manière dont on le fait, c'est qu'on est très sélectif sur qui on recrute, qui on choisit comme associé. On a déjà, il faut que les valeurs du cabinet leur parlent. Cet esprit de liberté, ce côté très égalitaire qui ne parle pas à tout le monde. Hein. Il y a des avocats, ils veulent être au-dessus des autres. Et si c'est ça qu'on recherche, il ne faut pas venir chez nous. Et il y a des avocats qui ne cherchent pas à travailler en équipe. Les avocats, ce n'est pas leur mentalité. Et donc, tu t'es fait une grille au fur et à mesure. Est-ce que vous avez des critères objectifs? On a des critères très précis de recrutement. Donc, on a 4 critères. La technicité, ça c'est primordial, parce qu'on a l'ambition d'être un des meilleurs cabinets en France. Donc, il faut qu'on ait des très bons avocats. Comment tu la testes? On la teste pas. La technicité, elle parle d'elle-même. C'est où tu as fait tes classes. Tout à l'heure, je disais, on est un métier de technicien et on devient un bon technicien quand on a fait 10 000 heures. Quand on a fait 10 000 heures avec un grand patron, quand on a fait 10 000 heures chez Robuchon, on devient un des plus grands chefs du monde. Quand on a fait 10 000 heures dans les meilleurs cabinets français, anglais ou américains, on devient un des meilleurs avocats. C'est presque automatique. Et en tout cas, quand on a survécu, quand on l'a fait plusieurs années. C'est le fait d'avoir survécu prouve. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous dire que ce que tu dis, c'est peut-être trop élitiste. C'est très élitiste. Non, mais j'entends. Je ne dis pas. Donc moi, qui n'ai pas fait mes heures. Non, mais je dis pas qu'on est un mauvais avocat quand on n'a pas fait. Et d'ailleurs, tous nos associés ne sont pas passés par sa maison. Et il y a des avocats extraordinaires qui ne sont pas dans ces grandes maisons. Tu m'as parlé de Versini, qui est un avocat fabuleux et avec qui tu as travaillé. Quelqu'un qui a un profil, tu as travaillé plusieurs années avec Versini, pour moi, c'est une preuve d'excellence.
Il y a énormément de grands cabinets qui sont des petits cabinets en nombre, mais avec des grands avocats. On les connaît. Pareil, Dupond-Moretti, quelqu'un qui a travaillé plusieurs années avec Dupond-Moretti, on pense qu'il a probablement été bien formé. Metzner, etc., tous ces grands avocats. Donc, technicité. La technicité, en fait, c'est ton CV qui parle. Et on s'attarde beaucoup plus sur les avocats avec les associés ou les cabinets dans lesquels tu es passé que ton pédigré universitaire. Le deuxième critère, c'est le côté entrepreneurial. Donc chez nous, et je vais donner un début de réponse sur le modèle économique, chez nous, il n'y a pas de rémunération garantie. Donc, on n'a pas de service partner. Tous nos associés sont des associés qui ont un caractère très entrepreneurial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, je disais entrepreneurial. Pour moi, ça veut dire être à la fois un bon technicien, un bon commercial, un bon manager, et quand on est dans son cabinet, aussi un bon gestionnaire. Bon, nous, chez Square, on a enlevé le côté gestionnaire, puisque la gestion du cabinet, c'est l'équipe de gestion qui s'en occupe. On libère nos associés, qui sont d'ailleurs souvent, les avocats sont souvent des très bons gestionnaires. Ouais. La phobie administrative nous frappe tous, et je pense que c'est lié aussi à notre profil. Mais c'est pas que le temps, on est quand même une profession très intellectuelle. Les tâches administratives parfois nous paraissent comme rébarbatives par rapport aux questions que nos clients nous posent et aux problèmes qu'on doit résoudre pour eux. Et donc forcément, c'est moins stimulant et ça nous intéresse moins. Donc côté très entrepreneurial, d'aller chercher ses clients et de bien s'en occuper. Ça, c'est très important pour nous. Et ça, on le voit très vite quand on discute avec nos candidats. Et le modèle, en fait, comme il n'y a pas de rémunération garantie, il fait peur à des avocats qui n'ont pas ce caractère entrepreneurial, ou en tout cas qui n'ont pas confiance dans leur capacité à trouver et à garder des clients. Donc c'est presque de l'auto-élimination. Le troisième critère, c'est l'esprit d'équipe. Donc c'est notre valeur. C'est notre valeur que la liberté et l'égalité, c'est du top-down. On peut l'imposer dans les règles de fonctionnement du cabinet. L'esprit d'équipe, on peut pas l'imposer. C'est le rêve de n'importe quel dirigeant d'entreprise d'avoir un esprit d'équipe très fort dans son entreprise, mais ça, c'est pas quelque chose qui s'impose. C'est pas quelque chose qui se travaille quand même ? C'est-à-dire le dirigeant d'entreprise, il peut pas l'insuffler quand même, non ? Il peut pas l'insuffler, il peut éventuellement le décourager ou l'encourager. D'accord. Okay. Mais il peut pas forcer des personnes qui n'ont pas l'esprit d'équipe à l'avoir. Et donc, pour nous, c'est un critère de recrutement très important, d'avoir l'esprit d'équipe, et ça, on met l'accent de manière très forte là-dessus dans nos échanges avec nos candidats. Et le dernier critère, c'est le respect des autres, le savoir-vivre, la manière dont on se comporte au sein d'une entreprise, dont on gère nos échanges avec les autres personnes avec qui on travaille. Et ça, nous, on a mis en place, sur ce dernier critère, on a mis en place un test. Je pense qu'on est le seul cabinet à avoir ça. Ça s'appelle Work Well Together. C'est une entreprise qui vend ses services pour aider les entreprises à recruter. Et on est le seul cabinet avocat. Donc tu fais faire un test pour savoir s'ils rangent bien sa chambre. On fait faire un test pour savoir s'ils sont respectueux des autres dans la manière dont ils interagissent avec les autres. Pas. Non, mais alors, en fait, c'est marrant que tu parles de ça. Il y a un test de recrutement qui s'appelle le test de la tasse à café. Ouais. Et alors je vais le livrer. Donc maintenant, tous les candidats qui auront écouté le podcast vont réussir ce test. Mais quand je passe un entretien, je reçois donc les candidats en salle de réunion. Et très souvent, ils ont un verre d'eau, une tasse à café, une tasse de thé. Et je regarde toujours s'ils débarrassent leur tasse à la fin. Audrey, on a bien. Alors vous étiez parfaite, vous avez débarrassé, vous avez même mis les tasses dans le lave-vaisselle. Bravo, là c'est du 110 sur 100.
Et donc, mais notre test... Mais franchement, tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que à l'époque, il y avait une super conférence sur l'ARPI. D'ailleurs, j'ai compris que vous étiez en ARPI, donc je pense que tu vas nous expliquer pourquoi cette structure. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi cette structure, tu l'as choisie plutôt qu'une autre. Mais au-delà de ça, il y a eu une super conférence sur l'ARPI qui avait été organisée au barreau de Paris. Et il y avait un avocat de chez Jantet, je crois, à l'époque. Bon, qui avait été interviewé, puisque c'était en ARPI, et qui disait, moi, après toute cette conférence sur comment il faut vraiment blinder sa convention d'ARPI, je me rends compte, quand j'ai été chercher notre convention à nous, qu'elle faisait 1 page et demie. Et en fait, je me souviens du fondateur qui disait, moi, je veux juste savoir s'il est bien élevé, quoi. Tu vois. Et en fait, je veux dire, évidemment, c'est pas aussi simple. Évidemment, il y a des sciences sociales, évidemment. Mais quand même, ça change quand même la vie. Et c'est la tasse à café. C'est exactement ça. C'est très important. Et nous, on va beaucoup plus loin que ce que la tasse à café. Tu peux l'oublier par le stress. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu oublies ta tasse à café avant de partir d'un entretien. Nous, on va aller beaucoup plus loin que ça. On a mis en place un test qui s'appelle Work Well Together, qui c'est une 20aine de questions. Ça prend à peu près 1/4 d'heure à chacun de nos candidats pour y répondre. On l'a fait passer rétroactivement à tous les avocats du cabinet. Et grâce aux résultats qu'on a obtenu de tous les avocats de cabinet, on a créé un profil de l'avocat Square idéal. On a mélangé une demi-douzaine des avocats, des associés du cabinet qui, pour nous, étaient le plus représentatifs du cabinet auquel on voulait ressembler. Et on a créé 3 hommes, 3 femmes. Et on a créé ce profil type. C'est génial, ça. C'est il ressemble à quoi? Il est extrêmement respectueux. C'est primordial chez nous. Il y a personne qui gueule sur quelqu'un. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable chez nous. C'est arrivé quelquefois qu'il y a eu quelques altercations, pas beaucoup. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et systématiquement, je suis intervenu pour dire aux personnes qui étaient à l'origine de ces altercations que c'était inacceptable chez nous et que si elles pouvaient pas corriger ce comportement, elles devaient partir du cabinet. C'est très simple. Le chiffre d'affaires chez nous, ça n'excuse absolument aucun comportement. Donc, être respectueux des autres, gérer ses émotions, gérer son stress, quelque chose de très important chez nous. D'ailleurs, on fait même des formations chez nous là-dessus. Et être tourné vers l'autre. C'est quelque chose qui est une certaine forme de générosité, de bienveillance. Il y a plein de termes, peut-être parfois un peu galvaudés, un peu trop utilisés ou mal utilisés, mais c'est de manière générale faire attention à l'autre. Ça, c'est quelque chose que ce test permet de mettre en évidence. Et donc, on s'est mis, le test donne des indications sur la manière dont nos candidats interagissent avec les autres et en fonction de nos critères à nous, parce que d'une entreprise à l'autre, les critères de recrutement sont pas les mêmes. Donc nous, c'est impossible de tricher à ce test parce que le candidat peut pas savoir quels sont nos critères. Et en plus, ça nous donne une note, un pourcentage de correspondance à l'associé idéal. Je comprends. Et donc, du coup, ça nous ramène au particularisme de Square, ce candidat idéal, qui est donc la hiérarchie flat. C'est quoi la hiérarchie flat? Comme je disais tout à l'heure, je suis le chef de personne au cabinet. Les associés n'ont pas de compte à me rendre sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent. On est très différent de tous les autres cabinets et ça explique aussi pourquoi on a choisi l'ARPI comme mode d'exercice. Tous les grands cabinets sont des partnerships, quelle que soit la structure qu'ils ont choisie pour exprimer ce partnership, ce sont des partnerships dans lesquels ils se partagent du profit. Les cabinets, la plupart des grands cabinets génèrent entre 30 et 40% du chiffre d'affaires en profit. C'est l'ordre de grandeur, même pour être un peu plus fin, c'est entre 32 et 38%. 90% des grands cabinets dégagent ce type de profitabilité. Et les règles de rémunération au sein de ces cabinets,
C'est tout simplement la manière dont ce profit est réparti entre chaque associé. On a des modèles Eat What You Kill, on a des modèles Lockstep, on a un mélange entre les deux. Il y a plein de règles. Il y a, je pense, autant de règles que de cabinets de partage de ce profit. Nous, notre modèle, c'est un modèle différent. C'est un modèle de partage de chiffre d'affaires. Donc, on n'attend pas de savoir si on a fait du profit et combien de profit on a fait pour rémunérer nos associés. On leur verse non pas un pourcentage, un pourcentage du profit, on leur verse un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est la même règle, c'est une règle mathématique. Et d'ailleurs, on a développé notre propre logiciel, notre propre ERP, pour gérer cette règle mathématique et l'appliquer automatiquement à tous les associés. Donc, nous, ce qu'on fait... Du coup, les charges sont proportionnelles au chiffre d'affaires, les charges de reverser au cabinet. Alors, on a un modèle qu'on espère vertueux. C'est un modèle qui rémunère mieux les plus performants. Donc, plus on est performant, plus on a un pourcentage de chiffre d'affaires élevé. En gros, nos associés touchent entre 75 et 85% de chiffre d'affaires. Donc, sur la globalité du chiffre. Génère. Mais du coup, vous faites quand même facturer encaisser quand même. Bien, on fait que encaisser. Oui, on fait que sur l'encaissé. Et on verse les rémunérations dans les 8 jours de l'encaissement de chaque facture. Et vous payez, parce que toutes les charges, enfin, je sais pas, moi qui suis indépendante, j'ai 50% de mon chiffre d'affaires à la fin. Comment vous arrivez à 20%? On a à peu près 20% du chiffre d'affaires du cabinet qui couvre toutes les charges de la structure, et chaque associé paye ses, comme dans la plupart des grands cabinets. Quand on dit que c'est le cabinet qui paye les charges, en vrai, c'est l'associé qui paye ses charges. C'est juste que c'est le cabinet qui les verse pour lui. Chaque associé paye ses charges, URSSAF, etc. D'accord. Alors attends, parce que... Excuse-moi, c'est un ovni. Non, parce que pour le coup, j'ai quand même vu beaucoup de cabinets d'avocats, et alors ça, j'avais jamais vu. Oui, non, mais je te confirme. Et donc, du coup... Donc 20 bon, peu importe, un pourcentage 20, 30%. En moyenne, non, pas 30. Pas 30 c'est en moyenne 20% sur tout le En moyenne, je facture 100, j'encaisse 100, j'encaisse 100 hors taxe, et je récupère 80. Je paye mes charges, c'est classique. De toute façon, vous avez trop d'associés. Sur les 80, tu payes tes charges. De toute façon, vous aurez trop d'associés pour que ce soit fait autrement. Donc, OK. Mais tu as dit que le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait que 10 collaborateurs, c'est une anomalie. Ça veut dire qu'à terme, vous avez... Parce que là, aujourd'hui, vous avez une pyramide inversée. Exactement. On a mis en place une règle qui est maximum un collaborateur par associé. Maximum? Oui. Alors moi, je suis totalement anti-pyramidal. La pyramide, ça fait un peu aussi penser à la pyramide de Ponzi. Hein. Et parfois, j'ai le sentiment que les cabinets, c'est une pyramide de Ponzi où on fait racheter les parts des anciens associés par les nouveaux associés. Donc, c'est l'entrant qui paye le sortant, comme dans la pyramide de Ponzi. Je pense que l'une des principales... contents tous ceux qui ont pris un emprunt. Bon... Ils vont être contents. Le problème de la pyramide de Ponzi, c'est que tant que tu trouves quelqu'un pour racheter ce que tu as payé, le problème, c'est le dernier, hein, c'est quand la pyramide s'effondre. Hein, demande aux associés de Sherman, qui a disparu l'année dernière, demande aux associés de Couder Frères, demande aux associés de Douy Leboeuf. Je pense que ceux qui sont retrouvés les derniers, ils n'ont rien récupéré, en plus ils ont dû payer. Bref, donc un collaborateur, un associé. Oui, on est anti-pyramidal, mais on n'est pas les seuls. Hein. Il y a 10 ans, Darrois était encore 1 pour 1. Il y a 20 ans, Bredin était 1 pour 1. Mais tu ne veux pas. Vous n'avez pas pour ambition qu'un associé, s'il peut pas recouvrir sa charge de travail avec un collaborateur, il limite du coup son chiffre d'affaires. Alors, nécessairement, mais t'es toujours limité. T'es limité en chiffre d'affaires, t'es limité par ta capacité à aller chercher des clients. Non, mais s'il a la capacité à aller chercher les clients, et là, tu lui dis, non, c'est un collaborateur, donc de toute façon, tu seras capé à temps. Tu peux pas... Alors, pourquoi on est anti-pyramidal? La principale raison, c'est que je pense que c'est la source de tous les maux, la plupart des maux de notre profession. Les collaborateurs qui se sentent exploités, qui, pour la grande majorité, quittent la profession, c'est très souvent à cause des mauvais côtés de cette pyramide. La deuxième raison,
c'est que, comme on est un métier de technicien, pour moi, la technicité, ça se transmet. Quand tu es associé, tu peux pas bien transmettre ta technicité à 5, 6, 7, 8, 10 collaborateurs. On est un métier, je pense, je le crois, de compagnonnage. Compagnonnage, c'est 1 pour 1. Les plus grands cabinets américains, Vactel, Cravath, ils sont 1 pour 1. Donc, j'ai pas inventé ce concept d'1 pour 1, et c'est des cabinets qui sont les plus profitables au monde, hein, le Vactel, Cravath. Et donc, en fait, après, du coup, si tu as envie de développer plus ton chiffre d'affaires, tu peux reporter ce chiffre sur d'autres équipes, en fait. Exactement. C'est l'idée d'avoir une équipe. Et dans une équipe, tu as des gens qui sont à des niveaux d'avancement différents. Et on a mis en place un modèle de rémunération. Exactement. C'est de plus en plus le problème. Les associés qui réussissent à développer, ils ont de moins en moins de bande passante pour intervenir sur les dossiers des autres. Et attends, et quand ils interviennent sur les dossiers des autres, ça se passe comment si j'ai compris, c'est quand même un peu Eat What You Kill, un peu, enfin complètement, sauf la partie des chats. Mais du coup, comment celui qui va travailler sur le dossier apporté par un autre associé... Je vais vous expliquer. Ouais. Alors déjà, le Eat What You Kill, oui et non. Je pense qu'il y a un problème d'interprétation de ce que ça veut dire Eat What You Kill. Le Eat What You Kill, donc c'est une règle de répartition du profit, comme je l'ai dit, dans les cabinets, la plupart du temps dans les cabinets américains. Le Eat What You Kill, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'associé, l'intégralité de sa rémunération, elle est basée sur sa capacité, sur le chiffre d'affaires qu'il a apporté au cabinet, pas le chiffre d'affaires qu'il a traité. Alors très fréquemment, le chiffre d'affaires qu'il a généré, c'est aussi c'est très fréquemment celui qu'il a traité. Mais la règle de rémunération du Eat What You Kill, c'est quand on est rémunéré intégralement sur la base de sa capacité à originer, à apporter du chiffre d'affaires au cabinet. C'est le côté commercial. C'est le rainmaker, quoi. C'est le rainmaker, c'est le côté commercial. C'est ce qui est rémunéré, c'est le talent commercial. Nous, on a un cabinet de techniciens. Donc, on rémunère beaucoup mieux la technicité que le talent commercial. On rémunère la technicité 3 à 4 fois plus que le talent commercial. Donc chez nous, l'originateur d'un dossier, il va gagner entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, et le traitant du dossier va gagner entre 60 et 65. Quand tu additionnes les deux, tu arrives au 75 à 85%. C'est les pourcentages de l'apport d'affaires, quoi. C'est 20%. 20. Oui, c'est exactement. On a encore une fois rien inventé. On a appliqué quelque chose qui se pratique non seulement chez nous, mais dans la plupart des métiers. Le commercial va généralement empocher autour d'1 tiers de la marge. Voilà, dans toutes les entreprises. Dans l'industrie, ça va être 3-4%. Enfin bref. Non, mais ce qui est intéressant, ce qui est très différent comme modèle, c'est pas en soi de rémunérer plus la technicité que l'apport, c'est pas en soi de rémunérer l'apport, c'est même pas en soi de faire les deux. Ce qui est très différent, c'est de ne pas le faire sur la base de marge. C'est pas le faire sur la base du profit, en fait. C'est pas le faire en disant t'occupes 2 bureaux, une chiotte t'es consacrée et t'as 4 collaborateurs. Bah du coup, je dis que toi, je vais te rémunérer, tu vois. Mais ma question, c'est le jour où t'as. C'est logique quand même. Oui, mais en fait, le fait qu'il y ait. Si tu fais un collaborateur par personne, en fait, tu ne feras jamais de charges différentes pour les uns et les autres. Enfin, au pire, t'as un collaborateur au moins. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, c'est un call-cause. C'est un call-cause, c'est un kibbutz. J'arrêtais pas de dire, c'est un kibbutz entre les... Mon pari sur cette règle de maximum en collaborateur par associé, déjà cette règle, elle évoluera peut-être dans le temps. On est très très pragmatique avec Damien sur cet aspect-là. On n'est pas dogmatique. On verra comment les comportements évoluent et comment ça se passe. Mais on a voulu s'imposer quelque chose d'assez drastique, qui est peut-être plus éloigné. Qui est peut-être éloigné de là où on va atterrir à la fin, mais on voulait s'imposer cette règle pour forcer des comportements vertueux et pour éviter des comportements moins vertueux. Mais je pense aussi, je fais le pari qu'on arrivera à faire du leverage
sur la technique, sur la technologie, plus que sur les humains. D'accord, attends, C'est une magnifique transition, Charlotte. Tu peux pas la louper, celle-là. Ok, mais du coup, en plus, j'ai perdu ma question. Attends, je lui ai tué sa question. Non, si, c'était sur les charges. En fait, non, c'était pour savoir ce que vous mettiez en commun. Qu'est-ce que vous, Square, vous donnez aux associés? Donc, la tech, des bureaux. Tout ce que tu trouves dans un grand cabinet. D'accord. Tout. La technologie, que ce soit la technologie back-office, middle office, front office, et je vous en parlerai un peu plus, vous dirai un peu plus comment je conçois l'aspect technologique, les bureaux, le management, les événements. On fait beaucoup d'événements pour créer de la cohésion dans le groupe, dans l'équipe. Alors écoute, ça nous a fait une transition toute trouvée, franchement. Quand on s'est rencontrés, évidemment que du coup on avait envie de parler du modèle de Square parce que c'était quand même quelque chose. En fait, je vais te confier quelque chose. La raison pour laquelle moi ça m'intéressait ce modèle, c'est que je connais bien une des partenaires chez vous, une des associées chez vous. Et elle parlait de Square vraiment comme... Enfin, tu vois, moi, j'avais cette image de un peu rapprochement d'indépendance. Et en fait, ça a été la première à me parler vraiment de ce que c'était le cabinet. Et elle en parlait comme... pas comme une famille, mais comme, tu vois, un vrai rapprochement avec une vraie identité. Et au cabinet, on est confronté à beaucoup de cabinets qui veulent se monter pour arrêter d'être en indépendant, tu vois, arrêter d'être des indépendants, mais en fait, c'est des additions et ils n'arrivent jamais à trouver leur modèle. Tu vois, en fait, ils veulent apparaître avec une vitrine, mais comme il n'y a pas de fond, comme il n'y a pas de substance, tu vois, ouais, et t'as pas de valeur. Et c'est ça ce que ce que j'ai à la fin de cet entretien, à la fin de cette partie de l'entretien, pardon, c'est vraiment que c'est pas du bullshit profondément, c'est vraiment les valeurs et vous les faites infuser par ailleurs dans toutes vos actions, quoi. En fait, tout à l'heure, quand je t'ai parlé des critères de recrutement, vous l'avez pas relevé, mais il y a un critère de recrutement qui est le critère principal de recrutement dans tous les autres cabinets, qui n'en est pas un chez nous, c'est le chiffre d'affaires. Et l'argent n'est pas le moteur de notre cabinet. Alors que ce que tu viens de décrire, des indépendants qui veulent se rapprocher, c'est l'argent leur moteur. Ils veulent faire plus de chiffre d'affaires. T'as pas de minimum pour rentrer chez Square? Non, il faut me démontrer un caractère entrepreneurial, mais on a accueilli des associés qu'on avait envie d'accueillir parce qu'on voyait qu'ils adhéraient à nos valeurs, parce qu'on voyait qu'ils voulaient faire partie de cette équipe et qu'ils en partageaient les modes de fonctionnement et le caractère, mais qui avaient pas de perso ou qui avaient très peu de chiffre d'affaires antérieur. Qui ont démarré chez vous en associé, quoi. Oui, enfin, qui sont passés de collaborateurs à seniors dans leur ancien cabinet à associés chez nous. On est complètement en train de dépasser le temps, mais en fait, la raison pour laquelle je te disais, enfin, c'est pas. Alors oui, t'as tout à fait raison. Le critère de chiffre d'affaires, le critère de chiffre d'affaires est un critère qui est pas présent chez vous et qui est très important chez les autres. Mais en fait, la raison quand les indépendants se regroupent, c'est pas tellement pour faire plus de chiffres, c'est pour apparaître plus gros. Tu vois, c'est une volonté d'afficher quelque chose de commun vis-à-vis du marché. Et en fait, quand t'as pas de substance, c'est très compliqué de faire ça. Quand tu fais semblant d'être ce que tu n'es pas, ouais, et que tu parles à des gens sophistiqués, ils le voient assez vite que tu n'es pas ce que tu prétends être. Mais je vais te dire, et à conseiller, je vais te dire, c'est pas facile non plus parce que en fait, c'est très compliqué. Alors bon, écoute, quand on s'est rencontrés, tu nous as parlé de quelque chose auquel nous, on n'avait pas pensé, Charlotte, avec Charlotte, et qui était très importante pour toi, et c'était cette fameuse transition, c'était sur la tech. Comment est-ce que tu accompagnes et quels sont les logiciels que vous avez identifiés? Je suis désolée, il va falloir qu'on soit un peu plus rapide que prévu parce que on va arriver au terme de cette Je vais aller droit au but. Ça, c'est une part. C'est Square, quoi, tu vois. Tout à l'heure, je parlais des principaux aspects de notre métier. On a le back-office,
C'est le KYC pour les clients, c'est le conflict check, c'est KYC, il faut que tu traduises. C'est quelque chose qui s'impose à tous les avocats, c'est la lutte anti-blanchiment, c'est le KYC, c'est Know Your Customer. Donc quand tous les avocats sont soumis à des obligations de lutte anti-blanchiment, et dans le cadre de ces obligations, ils doivent rassembler des informations sur leurs clients et déterminer s'ils ont le droit de rentrer en relation avec ces clients. Donc, ça s'appelle le KYC. Donc, tout ça, on a développé un logiciel, c'est un ERP, hein, toutes les entreprises en utilisent, et beaucoup de cabinets utilisent un ERP pour gérer toute la partie, on va dire, back-office, l'entrée en relation avec le client, les timesheets, donc le suivi du temps que chacun a passé à travailler sur le client, quel que soit le mode de facturation finale. C'est important de savoir combien de temps on passe, puisque qu'on est dans un métier où ce qu'on met à disposition de notre client, c'est notre temps de cerveau, hein. C'est notre capacité à répondre, à résoudre ses problèmes, et souvent, plus le problème est complexe, plus ça va nous prendre du temps. La facturation, le suivi des encaissements, la relance des impayés, etc. Donc tout ça, nous on a développé notre propre technologie là-dessus. Mais il y a plein de logiciels sur le marché, Cessib, Jarvis, Carpe Diem, Diapaz, Clio. On les avait tous étudiés à l'époque et on s'était dit que il y en avait aucun qui correspondait à ce dont on avait besoin, donc on a développé le nôtre. On a même d'ailleurs, on vient de sortir notre application mobile pour certaines fonctionnalités, par exemple les timesheets. Quand tu as fini ta journée de travail, tu n'as absolument aucune envie de passer 10 minutes, un quart d'heure à rentrer tes temps sur ton ordinateur. Tu peux plus voir ton ordinateur. Et donc, on a mis en place cette fonctionnalité pour saisir les temps sur le téléphone portable, Android et iPhone. Et il y aura plein de fonctionnalités qu'on va rajouter pour faciliter, pour aider nos avocats à saisir ces temps et faire des suggestions de saisie. Ensuite, tu as le middle office, la partie gestion de tes prospects, gestion de ta relation client, c'est le CRM. Là-dessus, on a essayé de mettre en place quelque chose au sein de cabinet, un outil qui s'appelle Nexel, qui est un logiciel australien. On a une adhésion assez faible, mais de manière générale, dans le marché, dans les grands cabinets, le CRM, c'est quelque chose qui reçoit une adhésion très faible. Les avocats ont du mal à utiliser le CRM, c'est très rare les avocats qui arrivent à se contraindre à utiliser un CRM. Donc il faut que ça soit quelque chose de très intuitif et très intelligent. Il y a une solution là qui est sortie l'année dernière qui a des fonctionnalités très intéressantes, qui s'appelle LegalProd, qu'on a regardé et voilà, qu'on aimerait bien avoir au cabinet, mais aujourd'hui, en termes de coûts, parce on n'a pas beaucoup de budget pour tous ces outils-là, donc on fait très très attention à la manière dont on gère ça. Et aujourd'hui, on n'est pas au niveau du coût, on n'est pas un coût qu'on peut se permettre. Et ensuite, à le front office. Front office, c'est tout ce qu'on fait pour les clients. Et un avocat, qu'est-ce que ça fait pour le client? Alors moi, j'aime bien diviser en des tâches simples, et j'ai 4 grandes catégories de tâches qu'on fait pour le client. On lit le droit, la jurisprudence, on lit les documents que les clients nous envoient, on lit les documents de la cible. Tout à l'heure, on parlait de Luminance pour nous aider à lire toute la data room. On a LexisNexis pour lire le droit, on a Navis, Lamiline, on a Dalloz, on a Predictis pour lire la jurisprudence aussi, donc lire le droit, lire la jurisprudence, lire les documents, j'en ai parlé de Luminance tout à l'heure. Et donc tout ça c'est l'aspect lecture. L'aspect écrit. Ensuite, deuxième type de tâche qu'on fait, c'est on écrit. On écrit des contrats, on écrit des conclusions, des assignations, des courriers, on écrit des mémos pour nos clients, on écrit plein de choses. Les outils d'aide à l'écriture, en fait, sont très récents. On n'a pas beaucoup utilisé de technologie, il n'y a pas eu de grosses évolutions technologiques les 20-30 dernières années sur l'aide à l'écriture, c'est Word, et on utilise les précédents les précédents contrats ou les précédentes assignations pour rédiger les nouvelles, et à chaque fois avec un travail d'adaptation des précédents aux besoins de nos clients.
Et donc là, il y a plein de logiciels, il y a plein d'outils qui sont en train de sortir là-dessus, d'aide à la rédaction. Il y a Predictis qui est en train de travailler sur un assistant d'aide à la rédaction. On est en bêta-test avec eux là-dessus. On les aide à développer ça. Il y a Henchman, qui est une solution, un logiciel belge qu'on utilise, qui est un plugin dans Word et qui t'aide à aller chercher dans ta base de précédents des clauses spécifiques. Quand tu rédiges un contrat, tu dis tiens, j'ai besoin d'une clause d'indemnisation, j'ai besoin d'une clause de résiliation, j'ai besoin d'une clause non concurrence. Bah, tu tapes clause non concurrence et il va te donner plein d'exemples. Ça, vous l'utilisez ? Oui, on l'utilise. On l'utilise. En tout cas, c'est certain. C'est toujours difficile dans un cabinet d'avoir une adhésion tout le monde les utilise pas, globale. Ça, c'est certain. Mais je veux dire, vous le mettez à la disposition et ça marche bien. On a des groupes d'utilisateurs, ça marche bien, et ceux qui l'utilisent adorent. Mais on a, comme je te disais, tout ça c'est en fort développement. Il y a un autre outil qui s'appelle Spellbook, je crois, qui est en train d'être développé sur la base d'intelligence artificielle. Je crois que c'est motorisé par ChatGPT. Bon, bref, il y a plein d'outils qui vont sortir et ça va exploser. Donc ça, on l'étudie de manière, on a une veille là-dessus. On étudie tout ce qui sort. Ensuite, tu as tout ce qui est parler, communiquer. Bon, pour parler, t'as pas grand-chose en outils technologiques, sauf les outils de visioconférence qui sont sortis pour la plupart ou qui ont explosé pendant le Covid. Et pour communiquer, tu as les outils de communication en entreprise ou de groupe. Slack est probablement le meilleur exemple. Et puis la dernière catégorie de tâches que tu fais en front office, c'est que tu gères un projet. Tu fais du project management. Donc, tu gères un dossier, tu gères un projet. Les deux outils que tu utilises, c'est les outils de planification et les outils de gestion de documents en ligne pour que ton dossier soit bien rangé et que tu retrouves tout de manière très facile. Donc, les outils de GED et les outils de planification. Voilà, si je dois donner un éventail total de la tech... Les outils de planification, aujourd'hui, on n'a pas d'outils spécifiques. Moi, ce qu'on disait, c'est que tu as une adhésion. C'est compliqué d'avoir des avocats qui, de manière globale, utilisent le même outil. Et l'adhésion, la facilité d'adhésion, c'est ce qui est le plus important quand tu mets en place un outil dans un grand cabinet. Et donc, je vais préférer utiliser un outil Microsoft qui est intégré. Nous, on utilise Microsoft 365. Je vais préférer un outil Microsoft qui sera peut-être moins performant qu'un outil qui a été développé de manière spécifique, parce que c'est intégré dans ce qui existe. Je paye déjà la licence, même s'il est moins bon, au moins il est accessible, il communique avec tous les autres outils qu'on utilise. Donc de manière générale, je vais privilégier des outils Microsoft à des outils spécifiques. Alors il faut qu'on finisse cette interview. Et on va faire comme à la fin de tous nos interviews, nous allons te poser les questions qui fâchent. La première question, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle de déontologie, ce serait laquelle ? J'ai des ambitions assez grandes pour le cabinet. Et aujourd'hui, la règle qui est un petit peu l'épine dans le pied, mais je pense de tous les cabinets français qui ont un peu d'ambition, c'est la règle qui nous empêche d'avoir des investisseurs au capital, pas au capital, mais oui, d'avoir des capitaux extérieurs en equity. Nous, on est très limité. Le seul financement pour les cabinets d'avocats, c'est l'emprunt et on est... Oui. Et donc, alors que les cabinets anglais, les cabinets américains, ou en tout cas dans certains États américains, ils peuvent faire entrer des fonds de venture capital ou de private equity en minoritaire. Ils peuvent s'introduire en bourse. T'as DWF qui a fait son IPO il y a quelques années et qui là vient de sortir de la... On a fait un podcast dessus. Bon, c'est super. Et il faut que je l'écoute parce que ça, c'est un sujet que je regarde de très près. Et il y a par exemple Mishcon de RIA qui a un très 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 beau cabinet anglais avec un focus entrepreneur. Et c'est le cabinet des entreprises sur le mid-market, donc un peu comme ce qu'on est chez Square. Et ils essaient de s'introduire en bourse en Angleterre. Donc ça fait 2-3 ans qu'ils ont repoussé leur introduction parce que les conditions de marché n'étaient pas bonnes. Donc voilà La question Gad Elmaleh, sur qui t'as copié ? Alors,
J'ai copié sur plein de gens. J'adore les gens qui disent ça parce qu'il y a plein de gens qui nous disent non, je copie sur personne. Et en fait, on les croit pas vraiment, ces gens-là. Non, mais on se construit en observant. On se construit en observant et en reproduisant des comportements, que ce soit de notre famille ou des personnes qu'on a choisi comme modèle. Mais est-ce que t'as un cabinet un peu qui t'a inspiré, a priori le cabinet américain? Je vais vite parce qu'on a dépassé très largement le temps prévu. Il faudra faire des coupes alors. Non, on ne coupe rien, c'est pour ça. Est-ce que tu as un cabinet, par exemple un modèle de cabinet américain? Non, alors le plus beau cabinet américain, c'est Kirkland & Ellis. C'est aujourd'hui en chiffre d'affaires le plus gros cabinet du monde, il fait 6 milliards de chiffre d'affaires. C'est un cabinet basé à Chicago, une ville, vous avez compris, que je connais bien. Et c'est un cabinet magnifique qui a eu une trajectoire fulgurante sur les 10 dernières années. Et on a appris quelque chose chez eux, c'est la règle de l'association à 7 ans de barreau. Ça, nous, c'est nos collaborateurs, quand ils rejoignent le cabinet, en général, on les recrute quand ils prêtent serment, en année 0. Et ils savent que à 7 ans de barreau, s'ils sont toujours là, on leur offrira l'association et c'est à eux de la refuser. Donc on est sur un up or out, parce que s'ils la refusent, ils doivent quitter le cabinet. On est sur un up or out inversé, c'est-à-dire que c'est eux qui décident s'ils sont up or out. Ok. Là, notre dernière question, et on va te demander de faire vraiment 3 conseils très courts. Déjà, on fait qu'un. Et tu peux en faire qu'un, qui est donc notre fameuse question, c'est la question Steve Jobs. Quels seraient les 3 conseils ou le conseil que tu donnerais pour un avocat entrepreneur qui a envie de créer un groupement? Tu veux dire rejoindre chez Square, rejoindre Square? Non, tu me demandes un avocat qui est entrepreneur qui veut créer un groupement. Exactement. Tout à fait. Et donc, rejoindre Square, c'est pas créer un groupement, c'est rejoindre une équipe. Mais si vous voulez rejoindre l'équipe la plus sympa et la meilleure aujourd'hui en France, parce qu'on a plusieurs bureaux en France, vous venez chez Square. Mais un avocat qui voudrait créer un groupement, et on en a parlé, j'ai déjà commencé à répondre à cette question. J'ai un seul conseil à donner, c'est que l'argent ne soit pas le moteur du groupement. Si l'argent est le moteur du groupement, le groupement échouera. Il faut avoir, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a Simon Sinek qui, tout son business tourne autour de ça, c'est il faut avoir une raison d'être, il faut avoir un why. Pourquoi est-ce que le groupement existe? Et ça ne peut pas être l'argent, parce que l'argent, c'est pas un moteur. L'argent, c'est une conséquence de ton moteur. Quel est ton moteur? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Nous, Square, on l'a fait parce qu'on voulait avoir une équipe de grands cabinets sans en avoir les mauvais côtés, en ayant une liberté pour gérer notre vie. Donc, le conseil que je peux donner, c'est trouver la raison non financière, non monétaire pour laquelle vous voulez créer un groupement. C'est la meilleure conclusion depuis très longtemps qu'on ait eue, même si on aime toujours les conclusions de nos autres interviewés. Oui, c'était vrai. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.